C'est notre appel au monde. Ça pourrait bien être le dernier appel de notre vie. Nous vivons peut-être nos derniers jours, nos dernières heures. L'ennemi est 10 fois plus nombreux que nous. Il a l'avantage dans les airs, dans les forces terrestres et au niveau des chars. Nous ne défendons qu'une seule chose, l'usine Azovstal, où en plus du personnel militaire, il y a aussi des civils. Nous appelons et supplions tous les dirigeants du monde de nous aider. Un cessez-le-feu a été proposé hier par l'armée russe. Un couloir humanitaire a été ouvert à Mariupol pour évacuer les soldats ukrainiens, mais personne ne l'a emprunté. Moscou promet la vie sauve à tous ceux qui se rendraient. Nous exhortons une fois de plus les responsables de Kiev à être raisonnables, à donner des ordres pertinents aux combattants pour qu'ils cessent la résistance insensée et quittent le foyer des combats. Selon les autorités régionales, depuis le début de l'invasion russe, plus de 20 000 personnes seraient déjà décédées à Mariupol. Bonjour Christophe Gomer, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. ancien chef du renseignement militaire. Votre expertise nous importe ce matin sur ce plateau. Quelle est l'issue maintenant pour les soldats ukrainiens après l'annonce de l'un d'entre eux? C'est compliqué à dire parce que ça fait déjà quelque temps qu'on s'attendait à ce que la ville de Mariupol tombe définitivement et il faut reconnaître qu'ils ont résisté jusqu'au bout et visiblement on arrive au bout. Je pense qu'ils doivent être à court de munitions, à court de vivres et donc effectivement pour eux la seule issue c'est de se rendre. Alors que deviendront-ils je l'ignore. Je pense que les Russes vont leur proposer de les exfiltrer, en tous les cas de les faire prisonniers. Je ne pense pas qu'ils aient la possibilité, malheureusement pour eux, de s'exfiltrer par ailleurs, en tous les cas de rejoindre les lignes ukrainiennes, parce qu'ils sont isolés déjà depuis très longtemps. Pendant tout un moment, on a vu des hélicoptères qui allaient récupérer un certain nombre de soldats, ou en tous les cas ravitailler, sans doute récupérer les blessés, et les ravitailler en armement et en nourriture. Mais c'est vrai que pour eux, ça doit être extrêmement difficile d'arriver finalement à se rendre, alors qu'ils ont voulu se battre jusqu'au dernier d'entre eux. Oui, alors il y a Mariupol, il y a maintenant Kramatorsk. Vous savez, cette ville à peu près 250 km de Mariupol. C'est en tout cas l'objectif, mon cher Benjamin, prioritaire des Russes dans le Donbass. Hein. Oui, Kramatorsk, vous voyez, c'est ici. Et c'est vrai que ça a tout de l'objectif prioritaire. Kramatorsk, c'est la capitale du Donbass ukrainien. Donc c'est là que vous avez les bâtiments administratifs. Et puis c'est aussi le siège de l'état-major de l'armée ukrainienne. Donc c'est aussi un lieu de commandement. Donc en fait, quand vous regardez cette ville de Kramatorsk, il y a une double menace, entre guillemets, de percée russe qui se dirige vers Kramatorsk. Vous avez, en partant d'Izium, un peu comme ça. Et puis vous avez aussi une menace par l'est. On a vu que la ville de Kremina a été prise. Donc il y a aussi une possibilité d'arriver comme ça. Vous avez ici environ 70 km. Vous avez environ ici une cinquantaine de kilomètres. Ça s'est rapproché. Pour autant, est-ce que la menace est imminente là, tout de suite? Vous allez voir quand même quelques arguments qui vont un peu pondérer tout ça. Il faut regarder les routes. Vous avez plusieurs routes pour aller. On va partir d'Izium. Vous avez celle-ci et celle-ci, les deux routes principales. Bon, qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens ont largement eu le temps de préparer le terrain. On a les images de Michel Scott d'hier dans cette zone-là. Vous voyez très bien, déjà, le mauvais temps. Sur le côté, vous avez des champs, très compliqué de contourner la route. Et derrière ces barrages, on a vu des mines. Voilà ce qui attend les Russes sur cette route-là. Je peux vous montrer les images de cette autre route qui part d'Izium pour arriver dans cette zone-là. C'est un peu la même configuration, des barrages, et puis sur les côtés, essentiellement des champs ou des forêts. Donc, c'est pas un terrain forcément facile. Sur la partie est, il y a un autre obstacle qui va se dresser devant les Russes. C'est un obstacle tout simplement naturel. C'est l'obstacle de la rivière qui s'appelle la Donets. Alors la Donets, ça fait comme ça, tout ce front-là. Intéressant de voir qu'il y a beaucoup plus ces dernières semaines. Le niveau est monté et là encore, les Ukrainiens ont préparé le terrain avec, un peu comme dans ce qui s'est passé autour de Kiev, vous voyez les ponts, évidemment, soit ils ont été piégés, soit ils sont d'ores et déjà détruits et ça va encore ralentir la progression. Et puis il y a un dernier obstacle qu'on peut définir, c'est l'obstacle urbain. Parce qu'il y a en fait un énorme complexe urbain. Quand vous regardez, il y a cette ville de Sloviansk, c'est 100 000 habitants. Là, vous avez 150 000 habitants. Par exemple, en 2014, quand les Ukrainiens reprennent Kramatorsk aux séparatistes russes, d'abord, ils prennent ici Sloviansk, qui est quand même un élément urbain qui sera forcément difficile à prendre. Donc en fait, vous avez quand même beaucoup d'obstacles avant de prendre Kramatorsk, ce qui pourrait conduire les Russes à prendre une autre option, à savoir d'Izium ici, plutôt faire une sorte de barrage et isoler Kramatorsk, une sorte de blocus général. On voit, merci Benjamin, on le voit, la bataille des villes, et on le voit très nettement avec Benjamin, c'est d'abord la bataille des routes et des cours d'eau, général. Bien sûr, en fait, une armée pour se déplacer a besoin d'utiliser des axes. Il semble bien que
si vous sortez des axes principaux, les chars, sur ce qu'on a vu au départ du conflit, ne cherchez pas à aller dans les champs, ne cherchez pas à se déployer comme l'on fait habituellement, c'est-à-dire en fait à mettre de la distance entre les différents blindés. On a eu ces blindés en colonne qui se sont fait tous détruire les uns après les autres. Et selon moi, la vraie difficulté pour eux, effectivement, c'est les ponts détruits, en particulier sur le Donetsk, qui est difficile à franchir, surtout en période de pluie. Et c'est assez large. Et d'autre part, si les routes sont bloquées ou ça devient difficile de progresser. Donc pour moi, la meilleure solution, effectivement, c'est d'envelopper, comme on vient de le montrer, par l'ouest, de façon effectivement à enfermer toute cette armée ukrainienne, car je rappelle, un des objectifs initiaux était vraiment de démilitariser. Et comment démilitarise-t-on ? Eh bien, finalement, en faisant prisonniers la dizaine de milliers d'hommes, les quelques dizaines de milliers d'hommes qui sont dans cette poche, qui seraient dans cette poche, de façon à dire, ben voilà, soit vous vous rendez, sinon on vous détruit. Je pense que les Russes vont utiliser massivement leur artillerie, comme on l'a vu faire jusqu'à présent. Vous n'allez pas me contredire, il y a une date très importante dont on parle tous les matins avec Magali, c'est la date du 9 mai, commémoration de la victoire, bien sûr, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. La limite fixée par Poutine, on a des images, des répétitions de ce défilé pour vous montrer que tout est prêt maintenant, c'est d'importance. Poutine doit signer une victoire. Avant cette date. Le 9 mai, c'est en effet extrêmement important. Et puis Poutine en a fait vraiment une date très symbolique, une espèce de ciment de la nation russe pour célébrer donc la victoire contre l'Allemagne nazie. Et en effet, tout le monde se dit que pour le 9 mai, ce qu'il veut, c'est pouvoir dire que son armée est à nouveau victorieuse et qu'il lui faut donc pouvoir prétendre, se vanter d'avoir des véritables gains territoriaux dans cette guerre. C'est peut-être la raison d'ailleurs pour laquelle il a accéléré un peu cette bataille du Donbass. Est-ce que ces troupes étaient véritablement prêtes ? Est-ce que c'est vraiment le moment avec cette pluie, cette boue que l'on voit notamment dans les champs et qui freine l'avancée des chars ? Est-ce que c'était vraiment le moment pour attaquer ? Mais en fait, il n'a pas le choix parce qu'il veut pouvoir dire qu'il a gagné cette guerre en Ukraine, qu'il a eu des gains, en tous les cas territoriaux, pour le 9 mai, pour ce défilé militaire qui se prépare. Alors, il y a la situation